vous avais prévenu, aujourd'hui nous allons traiter des mécanismes de l'ego, des mécanismes de l'orgueil, donc des mécanismes de la stagnation et sinon de l'involution. Lorsque nous disons « vous devez bien comprendre », nous nous adressons, hélas, à l'ego. Et l'ego n'est jamais en situation pour bien comprendre. Quelle est la différence entre une personne qui a de l'ego, donc qui est orgueilleuse, d'une personne qui est sans être orgueilleuse? Il se trouve que les personnes qui ont de l'ego, que les égos individuels de la majorité ne peuvent différencier celui qui a de l'orgueil de celui qui n'en a pas. De ce fait, la masse qui évolue vers une conscientisation ne peut pas déterminer si la personne en avant d'elle exprime de l'ego ou exprime un fait tel qu'il est. L'homme, dans son processus évolutif, l'homme égoïque, l'ego, envisage des possibilités qui devraient être les siennes. C'est-à-dire qu'à la longue, il se crée un concept de ce qu'il devrait être, donc il se crée un concept de ce qu'il est. La différence entre le concept et la réalité ne peut être perçue par le créateur du concept, par l'ego. Le problème, l'importance du problème humain, c'est que l'homme s'évertue à essayer d'être le concept de ce qu'il est au lieu d'être ce qu'il est. Et lorsque l'homme est ce qu'il est, il n'exprime plus d'ego, il n'exprime plus d'orgueil. Et je répète que les personnes qui ont de l'orgueil, donc qui sont très égoïques, ne peuvent pas voir la différence. Et cela n'a aucune importance qu'ils voient la différence ou non. Le travail doit se faire chez eux et non pas dans la perception du travail des autres. Entre le concept que vous avez de ce que vous devrez être, de ce que vous devriez être, et le fait que vous êtes ce que vous êtes, même si le fait que vous êtes exactement comme votre concept ne devrait pas pousser l'ego à privilégier le concept. C'est-à-dire que si vous êtes capable de monter un escalier, vous pouvez le monter et vous pouvez dire que vous pouvez le monter. Mais si vous avez un concept qui vous dit que vous devriez être capable de monter un escalier, là encore vous allez dire, et vous allez peut-être le faire. Mais il y a une différence incroyable entre le fait d'exprimer un état et le fait d'appliquer de l'importance au concept. Je le répète, même si le concept est l'égal de la réalité. Lorsque l'homme exprime un fait, ce n'est pas l'ego qui exprime le fait. Lorsque l'homme exprime le concept du fait, c'est l'ego qui exprime le concept du fait. Et l'homme qui est égoïque, l'homme qui est assujetti à son ego, c'est-à-dire l'homme global, la parcelle mentale ainsi que le reste des corps inférieurs, qui exprime un état de choses, l'exprime approximativement de la même façon que celui qui s'évertue à exprimer le concept de la perfection.
Autrement dit, l'homme qui est parfait va exprimer la perfection. L'homme qui a le concept de la perfection va exprimer sa perfection. Les deux individus expriment similairement la même chose. Et s'ils sont entrevus par une personne égoïque, les deux individus sont tous les deux orgueilleux. Dans la réalité des faits, l'un d'eux est orgueilleux, l'autre ne l'est pas. Et ce processus même de l'ego qui essaie d'exprimer le concept de ce qu'il est au lieu d'exprimer ce qu'il est, quoique les deux sont similaires, mais les deux ne donnent pas le même résultat, cet ego a une tendance fallacieuse à essayer, chez lui, de nourrir les égos des autres. Nous savons déjà que la personne égoïque, orgueilleuse, va tendre à nourrir son ego de façon à promouvoir l'expression de celui-ci. Mais nous savons très peu de choses sur les tendances qu'a l'ego de grossir l'ego des autres chez lui-même de façon à essayer par la suite de les copier, de les plagier, de les jalouser pour finalement les détruire. Ce processus est extrêmement important chez l'homme qui atteint le degré mental de la conscientisation. À un moment donné, l'homme essaie de ne plus nourrir son ego. L'homme comprend les mécanismes assujettissants de l'ego. Mais à son insu, au lieu de nourrir le sien, il va nourrir celui des autres, à l'intérieur de lui. Donc, il ne complimentera pas nécessairement l'ego des autres, mais à l'intérieur de lui, il va énergiser l'ego de l'autre. Cela veut dire que la personne va tendre à imaginer que l'autre personne développe un orgueil, développe un ego, parce que dans la réalité des faits, son ego est jaloux, son ego essaie de le copier, son ego essaie donc d'entrevoir le précipice devant les pas de l'autre personne. C'est ce mécanisme qui fait en sorte que nous aboutissons à la destruction de certaines formes d'énergie qui peuvent enseigner à l'homme, et c'est le même processus qui permet l'aboutissement de maîtres, de gourous, de guides spirituels et d'autres reliquats des formes astrales. Alors, où l'homme tend à détruire ce qui vient l'éclairer, où l'homme tend à s'assujettir à sa lumière. Et ces deux mécanismes sont le résultat de l'égocentrisation de la personne par rapport aux égos des autres. Lorsque le mécanisme est suffisamment enclenché, l'identité égoïque de l'individu doit disparaître pour laisser place à l'identité égoïque de l'égrégore créé par la création des égos du maître, du guide de lumière, et de cette façon, lorsque plusieurs personnes se rassemblent pour embarquer dans ce processus, nous allons voir la création d'une religion, d'une moralité, d'une philosophie, d'une secte, de plusieurs formes d'expression astrale, d'énergie non comprise. Le gros danger de ce processus lors de la conscientisation, c'est que l'ego qui tend à essayer de se camoufler chez l'être qui se conscientise, car l'ego ne disparaît pas facilement, il se camoufle sous le voile de l'invisible de façon à donner l'impression au mental que l'homme global perd de plus en plus son ego. Dans la réalité des faits, l'ego va tendre à se transmuer. C'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter le potentiel égoïque de la personne, il ira travailler, il ira énergiser, il ira augmenter le potentiel énergétique des autres personnes, mais dans son propre espace astral, c'est-à-dire dans sa propre psychologie. Si je donne un exemple concret de ce mécanisme,
Les personnes à qui cet exemple s'adresse risquent de ne rien voir. De toute façon, comme dans la majorité des cas, chaque personne égoïque étant voyante par excellence, même si cela se fait à son insu, lorsque nous parlons d'un problème s'adressant à certaines personnes, ceux-ci, normalement, ne sont pas présentes. Et je dis bien que cela est l'expression d'une voyance psychologique qui permet à ces personnes de fuir certaines réponses et de fuir certaines possibilités de transformation. Alors même si la majorité des personnes comprises dans cet exemple ne sont pas ici, je vais quand même donner l'exemple. On a plusieurs personnes qui, lorsqu'ils suivent un être humain, un être fait de chair et d'os, donc un être qui, en apparence, dans la matière physique, ressemble à eux, vont, dans un premier temps, suivre l'énergie transmise par cette personne. Mais l'ego, de prime abord, se plaît à penser que l'individu n'est plus dans une phase de transformation, mais a atteint la terminaison de cette transformation. Donc, si nous parlons de conscientisation supramentale, la majorité des êtres humains se complaisent de croire que la personne qui leur parle a au moins atteint l'étape de fusion. Je pourrais vous dire que j'ai atteint cette étape de fusion. Ce serait vous mentir et ce serait énergiser, c'est-à-dire ce serait nourrir chez certaines personnes cet état de choses. Lorsque l'ego qui suit l'énergie se rend compte que l'énergie est en transformation, c'est-à-dire que l'être qui sert d'antenne est un être qui suit continuellement le processus de la transformation, donc qu'il évolue, ces êtres égoïques découvrent finalement que la personne qui leur donnait de l'énergie, que la personne qui transmettait des connaissances sous forme d'énergie, est un être humain conventionnel, bien normal. De ce fait, l'ego va nourrir soit son propre processus d'énergie, ou va transmuer ce processus pour développer chez lui l'ego des autres. C'est-à-dire que, découvrant que l'être qu'il suivait est un être en transformation, qui a des processus égaux à ceux de l'ensemble, donc égal à l'ego même, ils vont déterminer par là même que celui-ci n'est pas ce qu'il disait être. Dans la réalité des faits, il n'a jamais dit qui il était. L'ego s'est occupé lui-même d'envisager qui il était. Et il va donc en conclure que cette personne totalement humaine n'est pas ce que l'ego pensait qu'elle était, mais n'est en fin de compte qu'un être humain tout à fait banal, conventionnel, qui, hélas, se prend pour quelqu'un d'autre. Je vous ferai remarquer que lorsque l'ego découvre qu'un autre se prend pour quelqu'un d'autre, c'est plus souvent la découverte du processus sans la compréhension de ce processus qui pousse l'ego conscientisé par le mental à essayer de se camoufler sous le voile de la création d'ego d'autrui. Donc, à un moment donné de l'évolution de conscientisation de la collectivité, de la masse, qui essaie de développer une conscience d'ordre mental, je ne suis plus. Je finis par devenir une personne reliée à l'énergie pseudo-supramentale. Je me conscientise, je comprends certaines choses et d'autres pas. Et je me rattache à la source, à l'homme, à la femme, à l'être humain qui communique l'énergie, qui me permet de comprendre. Et lorsque je découvre que l'être humain qui communique l'énergie est faillible, qu'il annonce des événements dans l'avenir le concernant, et que ces événements n'arrivent pas, qu'il ne donne pas de preuves demandées par l'ego de ceux qui tendent à le suivre, que cette personne se transforme et daigne expérimenter l'énergie supramentale dans la matière, l'ego de cette personne que vous avez créée chez vous
se voit altéré. Et de ce fait, la majorité des personnes qui se conscientisent reliées à un ajusteur collectif, donc à un être qui communique, qui diffuse l'énergie supramentale, arrivent vers deux conclusions qui sont très hypocrites chez elles-mêmes, hypocrites par rapport à elles et par rapport à l'extérieur. Alors, ce processus est un processus qui a été vécu par la majorité des êtres humains depuis l'aube du continent atlantéen, donc depuis l'aube de notre histoire, et c'est ce processus qui a permis la création de maîtres, de gourous, de religions, et qui a aussi permis la création de martyrs de ces religions. C'est-à-dire que la collectivité, c'est-à-dire que si nous reprenons l'exemple que j'ai abordé tout à l'heure, certaines personnes parmi vous et certaines personnes parmi ceux qui ne sont pas ici, mais qui entendent quand même, parmi ces personnes, on a des individus qui ont découvert que l'ajusteur collectif, c'est-à-dire que celui qui transmettait à la collectivité des parcelles déformées de l'énergie supramentale, était un être comme les autres, et ces personnes restent figées égoïquement dans l'espoir de deux choses. De voir l'ego qu'ils ont créé de l'orateur chez eux, de venir se voir confirmé ou se voir détruit. Et l'homme reste dans l'expectative de voir l'aboutissement d'un des deux processus. Et c'est une démarche extrêmement frauduleuse, une démarche frauduleuse de l'astral qui tend à camoufler sa disparition sous le voile de la création de l'ego d'un autre, surtout de l'ego d'un maître. Et lorsque l'ego privilégié par l'évolution expérientielle de l'homme planétaire se voit obligé de disparaître pour que l'ego du maître prenne sa place, le seul conflit qui va apparaître, c'est la possibilité des deux états que je viens de vous énumérer. Alors, ou bien la personne espère toujours, à un moment donné, que le maître va donner des symptômes, que le maître va donner des signes de sa maîtrise, que le maître va devenir le Dieu tant recherché et tant attendu, le Dieu créé par vous, chez vous, ou bien votre jalousie, c'est-à-dire que l'ego qui s'est effacé pour laisser la place à l'ego du maître, créé par lui-même, chez lui, c'est-à-dire l'ego, votre ego qui a créé l'ego du maître pour voir ce maître le remplacer, va aussi espérer l'autre alternative, celui où l'ego du maître devra disparaître, et enfin l'ego, votre ego pourra reprendre sa place, plus énergisé et plus victorieux que jamais, car il pourra dire, encore une fois, que même cette personne qui paraissait si haute n'était en fait qu'une personne très basse. Ce qui fait que dans l'égrégore, ce qui fait que dans l'énergisation des processus astral et grégoriens, ces personnes vont tendre, à la longue, à créer des mécanismes pour essayer de pousser la destruction du maître. Donc ces personnes vont rester dans une attente avide de voir le maître s'écrouler. Dans la réalité des faits, il n'y a pas de maître. Mais dans la subjectivité de votre psychologie astrale, il y a un maître. Et même si vous voulez me dire non, même si vous essayeriez de me convaincre de l'inverse, c'est moi que cela est faux. À l'intérieur de vous, il y a présentement, pour chacun d'entre vous, une lutte à finir, une lutte illusoire créée par les mécanismes du camouflage de l'ego. Et lorsqu'il essaie de lutter contre la conscientisation opérée par le mental chez lui, il y a cette lutte, et cette lutte va devoir se terminer de deux façons, de la façon psychologique et ou de la façon supramentale. C'est-à-dire que où, chez vous, l'ego du maître devra être détruit, donc pour vous, le maître n'était en fin de compte qu'une illusion de maître, le maître n'était qu'une personne qui se prenait pour un autre, alors qu'en réalité, vous le prenez pour un autre.
Le maître n'a pas besoin d'être maître. Si ses fidèles développent chez eux l'idée du maître. Le maître n'a pas besoin d'être orgueilleux. C'est chez les fidèles qui développent l'orgueil du maître. Le maître n'a même plus besoin d'être. Le deuxième mécanisme pour démolir cet état de choses, c'est lorsque l'ego, et c'est un mécanisme totalement astral celui-ci, c'est un mécanisme où l'ego disparaît pour laisser place intégralement à la foi dans le maître, parce que le maître a donné des preuves. Preuves qui étaient demandées par l'ego, donc preuves qui ne sont pas nécessairement des preuves, mais qui étant ajustées à l'attente de l'ego, deviennent pour celui-ci une preuve tangible que le maître est le maître, donc que le maître est supérieur et que le supérieur peut remplacer l'inférieur. Le deuxième processus, le premier processus donc d'ordre mental, le deuxième, si on différencie les processus astraux du processus mental ou supramental, c'est lorsque l'homme va comprendre le mécanisme aberrant de la subjectivité des égos créé lui pour tendre à transformer le voile, à se paraboliser de façon à disparaître à la vue du mental qui est aux aguets, de disparaître disons, du potentiel d'attraction de l'énergie supramentale, de façon à ne pas être réduit à ce qu'il est en réalité, une parcelle non identifiée et non identifiable. Autrement dit, l'ego ne peut pas mourir. Lorsque l'énergie supramentale, par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée et par l'intermédiaire du mental, finit par détruire l'ego, c'est-à-dire qu'il ne peut pas détruire l'ego dans son essence, mais il va détruire les possibilités qu'a l'ego de s'identifier. Lorsque l'ego s'identifie, l'ego n'existe plus. Pardon, lorsque l'ego ne s'identifie plus, l'ego n'existe plus. Et lorsque l'énergie supramentale est capable d'ouvrir la conscience mentale de l'homme de façon à lui permettre d'entrevoir le processus d'aberration égoïque, le processus de camouflage de l'ego, de votre ego, sur la transformation et l'énergisation de l'ego d'un autre, lorsque le mental vous permet de prendre conscience, d'ouvrir réellement votre état de conscience à ce processus, il y a possibilité que l'ego, dans toutes ses formes, puisse mourir sans souffrance, calmement et lentement, pour laisser place à l'identification authentique immédiate, donc à une non-identification donnée par l'énergie supramentale. Je vais faire un petit retour, histoire de bien vous faire comprendre ce processus. Nous avons déjà vu d'une façon complète les processus de l'ego, le rôle de l'ego, le rôle de l'âme et les mécanismes adjacents à l'expression de ces énergies. L'identification sécuritaire de l'ego par rapport à ses mémoires, c'est-à-dire que l'ego est une densification mémorielle et l'ego a besoin d'expérience parce que l'ego n'étant pas apte à connaître le neuf, l'ego n'étant pas apte à vivre dans l'instant présent, l'ego se doit donc de mémoriser parce que dans ce cadre mémoriel, il y a la sécurité de l'identification. L'ego sait donc qu'il vit parce qu'il sait qu'il a vécu. Mais l'ego ne sait pas qu'il vit, il ignore qu'il a vécu. Cet ego, lorsque le mental tend à l'énergiser, cet ego, lorsque le supramental tend à énergiser le mental, va découvrir que le mental sait maintenant ce qu'il ignorait, c'est-à-dire que le mental a lui aussi des probabilités d'égocentrisation. C'est-à-dire que l'énergie mentale a aussi son identification et lorsque l'identification mentale sera complétée, celui-ci se détachera de l'attraction de l'ego psychologique. Donc l'ego astral sait qu'il n'est plus le maître. De cette façon, il apprendra aussi par l'intermédiaire de l'opération mentale sur lui-même qu'il devra disparaître, c'est-à-dire qu'il ne devra plus s'identifier à l'ensemble de l'homme, qu'il devra se contenter d'être ce qu'il est.
Ce que l'ego va faire, ce que l'astral, votre astral individuel va faire, c'est qu'il va tendre à essayer de s'emparer de toutes les informations supramentales ou mentales pour essayer de s'en servir de façon à berner le mental. Je répète que l'énergie mentale n'est pas une énergie intelligente car elle est assujettie à l'expérience, à la mémoire de l'astral. La seule partie de l'énergie mentale qui est utile à l'énergie supramentale, c'est la partie logique, analytique, mathématique, et non pas la capacité de pouvoir analyser des phénomènes mémoriels pour les rendre efficaces dans la réalité. Hélas, le processus de développement du mental de l'homme devra passer par ce développement de la capacité de faire fonctionner le mental de façon à pouvoir se servir des mémoires pour être efficace, tant que ce mental ne sera pas bien énergisé, de façon à pouvoir se dégager de l'attraction centrique des énergies mémorielles pour pouvoir non plus adapter l'effort mémoriel dans une efficacité réelle, mais le mental aura comme fonction exclusive d'adapter l'énergie supramentale dans l'efficacité matérielle ou réelle. L'énergie mentale du bas mental a comme fonction d'adapter l'énergie expérientielle de l'homme pour que celui-ci puisse être efficace dans l'expression de l'énergie intentionnelle ou de l'énergie créatrice. Lorsque l'énergie mentale atteint un certain niveau, elle n'aura plus de réponse à donner à l'énergie astrale. Elle se libérera complètement de la mer, l'astral, pour ne servir que l'énergie supramentale qu'il devra ajuster. Sachons immédiatement que l'ajusteur de pensée, et je le dis souvent, n'est qu'une forme hautement évoluée d'énergie mentale supramentale, et c'est cette énergie du mental, de l'ajusteur de pensée, créée par le contact entre le mental et le supramental, qui restera le seul relégat de la mémoire mentale. C'est-à-dire que lorsque le mental sera tout à fait en connexion avec l'énergie supramentale, l'énergie mentale portera le nom d'ajusteur de pensée. Il n'y aura plus de cadre mental chez l'homme. Lorsque l'énergie supramentale tend à descendre chez l'homme par l'intermédiaire donc de l'ajusteur de pensée, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la logique analytique du mental supérieur, non pas du supramental, cet ajusteur de pensée va tendre à énergiser l'ego de façon à ouvrir les vues de l'ego pour que celui-ci prenne conscience de ce qu'il n'est pas et de ce qu'il est. Lorsque l'ego tend à créer le double égoïque, c'est-à-dire lorsque l'ego tend à prendre l'énergie qui l'anime, l'énergie qui lui permet de dire qu'il est, et il prend cette énergie pour créer l'ego du maître, pour créer l'ego de Dieu, pour créer l'ego de quelque chose d'autre qu'il pourra suivre, cette friction entre lui-même et l'ego créé va tendre à donner les symptômes de la destruction, les symptômes de la réussite face au maître, et c'est-à-dire que la majorité des personnes qui va naître l'ego du maître, et c'est le processus qui présentement vous habite, que vous le sachiez ou non, et à l'intérieur de ce processus qui vous habite, selon l'effort que va faire votre ego pour lutter contre le deuxième ego que vous avez créé, celui qui me ressemble ou qui ressemble à Montréal ou qui ressemble à d'autres personnes, cet ego que vous créez de la personne qui communique l'énergie, cet ego devra réussir à vous vaincre ou il devra être détruit en même temps que seront détruits les illusions, les espoirs, les attentes que vous attachez à l'énergie qui vous communique. Lorsque l'énergie du mental descend, vous ouvrir, descend chez l'ego, lui ouvrir cette possibilité que l'ego présentement tend à se camoufler sous d'autres apparences qui sont en harmonie apparente avec l'énergie supramentale, l'ego devra donc prendre conscience qu'il n'est pas le concept de ce qu'il est, mais qu'il devra être ce qu'il est. Si nous revenons à ce processus même de l'homme qui donne de l'importance à la création d'un concept de ce qu'il devrait être,
qui entrevoit par perception, par expérience, par expérimentation de l'astral extérieur, de l'astral collectif, les possibilités données à l'homme et non pas à l'ego par les énergies supérieures et inférieures à l'ego, développe le concept de ce qu'il est et évidemment de ce qu'il devrait être. Et l'homme attache plus d'importance à exprimer le concept de ce qu'il est qu'à exprimer ce qu'il est. Et lorsqu'une personne devant vous exprime ce qu'elle est, chez vous, il y aura une défense de l'ego qui pourra vous permettre d'enregistrer, parce que coloré par vous-même, l'orgueil de la personne qui est ce qui est. Alors, je répète de temps en temps que l'homme se prend pour un être rampant, que l'homme se prend pour un vermisseau, que l'homme est aplati aux pieds de Dieu, et que l'homme devrait se lever debout et se mettre en face à face avec ce Dieu. Et si ce Dieu ne lui plaît pas, il devra le détruire. L'homme qui se dit « je vais me mettre debout », qu'est-ce qu'il fait dans la réalité? Est-ce qu'il a pris conscience réellement de ce qu'il est? Ou il essaie simplement d'exprimer le concept de ce qu'il devrait être? Les personnes qui, par exemple, font le PMC ou qui me suivent en conférence attendent depuis longue date. De même pour les personnes qui suivent d'autres conférenciers, ils attendent depuis longue date d'avoir des preuves tangibles en rapport avec les preuves demandées par l'ego pour pouvoir dire « il est celui que nous attendons ». C'est un processus tout à fait égoïque, un processus qui ne peut échapper aux êtres mentaux ou supramentaux, mais c'est un processus qui ne peut pas manipuler ces êtres de façon à ce que ceux-ci vous donnent des preuves. Les preuves pullulent continuellement autour de vous, mais ces preuves étant données d'une façon libérale autour de vous, sont perçues par votre ego comme étant des choses tout à fait normales. Et si vous analysez ces choses, vous verrez que vous-même, vous êtes loin de pouvoir les faire. Mais étant donné que vous connaissez ces preuves sous un autre nom que preuves, vous ne les acceptez pas comme étant des symptômes de l'être-té réel de la personne, vous les acceptez comme étant des choses tout à fait normales, que vous refusez d'entrevoir d'une façon mentale pour vérifier si effectivement, dans la collectivité, ce sont des choses qui se font souvent, quotidiennement et normalement. Si, par exemple, des personnes assistent à une conférence d'un conférencier particulier et que ces personnes, chaque fois qu'ils vont à ces conférences, se sentent mieux, guérissent de maladies, ils n'auront pas confiance plus à l'individu. Ils attendront des preuves. Parce que l'individu n'a pas dit un jour, vous venez à mes conférences et je vous guéris. Et étant donné que l'orateur n'a pas dit cela, les personnes ne voient pas dans la guérison une preuve de l'expression d'énergie différente. Les personnes qui attendent des preuves sont des personnes qui ont chez eux l'ego du maître, l'ego de l'entité supérieure. Et par rapport à cet ego, en lutte contre leur propre ego, ils attendent jusqu'au moment où ils vont espérer. Et là, c'est important parce que cela vous nuit et cela nuit à ceux qui parlent. Ces personnes vont espérer voir l'orateur se casser la gueule. Ces personnes vont espérer, vont jouir lentement de cette attente. Leur ego s'énergise dans l'attente de voir l'ego du maître qu'ils ont créé, mais selon leur propre conception. Le maître qui se prend pour un autre, se casser la gueule, tomber dans un précipice.
le maître est authentique, et j'emploie le mot maître pour aller avec la conception énergisée, personnalisée que vous avez des orateurs, si l'orateur est authentique, il ne tombera pas dans le piège. Mais dans le processus de l'évolution de l'homme, il y a celui qui exprime ce qu'il croit être et il y a celui qui est. Donc, qui exprime ce qu'il est. Et je répète que si le concept de ce que vous devez être est exactement la réplique parfaite de ce que vous êtes, le fait d'exprimer le concept n'est pas exprimer ce que vous êtes. Dans l'un des cas, il y a de l'orgueil, dans l'autre, il n'y en a pas. Et l'homme qui a de l'orgueil ne peut voir la différence d'expression chez une autre personne. Ne pouvant voir la différence entre l'expression de l'orateur orgueilleux et l'expression de l'orateur qui exprime ce qu'il est, ne pouvant voir la différence, ces deux perceptions, donc cette perception pareille, ne fait qu'énergiser l'ego du maître que vous avez permis la création chez vous. Et lorsque votre ego, lorsque vous allez lutter contre l'ego du maître, vous allez en réalité lutter contre le maître. Le maître qui ne veut pas être un maître, mais qui n'a plus le choix d'être le maître. Et luttant contre cet ego par processus de conscientisation ou par processus d'égocentrisation, vous allez être dans l'espoir que le maître va soit prouver qu'il est supérieur pour qu'enfin cette lutte cesse et que vous puissiez vous assujettir totalement au maître, ou vous allez attendre en même temps que le maître se casse la gueule pour enfin, encore une fois, être libéré de cette lutte contre l'ego et expulser l'ego du maître. Ce travail se fait chez vous. Ce travail se fait à l'intérieur de vous. Et ce travail ne concerne jamais l'orateur ou les orateurs. Si l'orateur se prend pour quelqu'un, cela ne change rien dans le processus de la création des maîtres chez vous. Et si l'orateur est ce qu'il est et qu'il ne se prend pas pour quelque chose d'autre, cela ne change encore une fois rien de ce qui se passe chez vous. De ce fait, le maître n'a pas de preuves à donner et le maître n'a rien à faire. Le maître, il est maître ou il n'est pas maître. À un moment donné, le maître peut faire comme un orateur a déjà fait et tout balancer par-dessus bord, sacrer son camp et disparaître à jamais de devant ses disciples, qui attendaient avec espoir que le maître prouve qu'il est ce qu'il est ou que le maître se casse la gueule. D'autres maîtres, d'autres orateurs, je les appelle maîtres parce que l'énergie que vous apportez à ces orateurs sont des énergies que nous appelons, qui peuvent être transmises par le mot maître. D'autres orateurs vont passer leur temps à engueuler leur public, à essayer de briser la forme du maître chez leur public, mais hélas, ce maudit public s'évertue à se servir de cette énergie pour continuer à construire, à solidifier l'état de maîtrise, l'état de maître de l'orateur. Aujourd'hui, pour ceux qui ont des yeux, j'ai construit une forme qui pourrait vous permettre, pourrait venir raffiner ceux qui attendent de voir l'instant où l'orateur va se casser la gueule, et créer une forme tout à fait parfaite en mon sens pour permettre l'impression chez vous de votre ego du maître, de celui qui est supérieur ou qui se croit supérieur. Je répète que le maître, que l'orateur se croit ou non supérieur, cela ne change en rien ce que vous avez créé chez vous de l'orateur. Alors, si vous croyez que l'orateur se croit supérieur, c'est que vous avez une vision supérieure de l'orateur, et cette vision, elle fait partie de votre ego, elle fait partie de l'ego créé pour donner l'illusion au mental que votre ego normal tend à disparaître pour laisser l'énergie prendre le dessus. Mais l'énergie
qui prend le dessus dans l'astral ne peut être rien d'autre que de l'énergie astrale. Qu'il ait une connotation mentale ou supramentale, c'est de l'énergie astrale. Et lorsque votre ego tend à donner l'illusion au mental qu'il disparaît, j'ai moins d'ego, j'ai moins d'orgueil, et vous allez, par cette disparition, transmuer cette énergie pour créer vous l'ego d'un autre. Le processus aberratif de l'ego reste le même. Vous changez la forme, comme vous l'avez fait depuis que vous êtes au monde. Vous changez l'idée, vous changez la prononciation, vous changez quelque peu l'expression, mais ce ne sont que des énergies astrales qui s'expriment, et ces énergies astrales n'ont rien à voir avec le cassage de gueule de l'orateur. Alors, à un moment donné, l'orateur doit lancer des chaises dans les airs. Il doit crier et frapper les murs du poing. Ou il doit se monter en roi. C'est-à-dire que l'orateur se doit de jouer le rôle que vous lui avez assigné. L'orateur se doit, et l'énergie supérieure se doit, de jouer le rôle assigné par l'énergie inférieure, de façon à ce que l'énergie inférieure ouvre ses portes bêtement à cette énergie qui ressemble à la tente, de façon à ce que par après, celui qui pénètre puisse briser la forme qu'il crée pour pénétrer. C'est un processus qui ne me plaît guère, et c'est un processus que je ne veux pas devoir faire. Ce processus, je ne parle pas seulement parce que cela me regarde. Vous êtes des personnes qui vous conscientisez, donc vous êtes des personnes qui essayez de comprendre. Mais il y a une maudite différence entre comprendre et avoir le concept de ce qui est compris. Il y a une maudite différence entre être et être le concept d'être. Il y a une différence entre exprimer ce que nous sommes et exprimer ce que nous croyons être. Est-ce que je me prends pour le Nazaréen ou est-ce que je suis le Nazaréen? Et ça, c'est deux états de choses extrêmement différentes. Est-ce que je me prends pour Jules César ou est-ce que je suis Jules César? Tout au long de votre processus de conscientisation, vous allez lutter entre ce que vous croyez être et ce que vous êtes. Et le discernement entre ces deux états de choses, c'est le discernement entre l'astral et l'énergie supramentale. Mais lorsque la personne est sûre qu'elle est, elle peut facilement tomber dans le piège de l'orgueil. Et ce n'est pas une raison pour que chez vous vienne s'installer l'ego de l'autre, dans lequel vous allez énergiser l'attente du cassage de gueule ou de la preuve de ce qu'il est. Qu'une personne vienne vous dire « Je suis le comte de Saint-Germain », cela ne devrait pas faire dire chez vous « Tiens, il se prend pour le comte de Saint-Germain ». Ou « Tiens, peut-être il est le comte de Saint-Germain ». Il est ce qu'il sera. L'important, c'est que vous soyez ce que vous êtes. Et non pas de vérifier si l'autre est ce qu'il dit, ce qu'il pense ou est ce qu'il est. Mais au lieu d'essayer de vérifier ce que vous êtes, et à un moment donné de vous lever debout sur vos deux pieds, pour exprimer ce que vous êtes, et non pas vous dire que vous êtes divin dans l'essence, que vous êtes un paquet de maudites cochonneries que vous n'arrivez pas à exprimer, parce que l'exprimant, vous pensez que vous êtes orgueilleux. Mais vous êtes drôlement plus orgueilleux de ne pas tendre à exprimer ce que vous êtes pour vous évertuer à exprimer le concept de ce que vous êtes. Et dans le concept de ce que vous êtes, il y a votre infériorité, votre égalité et votre supériorité. Mais dans la réalité de l'expression réelle des choses, il n'y a que ce que vous êtes. Et l'exprimant, vous allez être pour d'autres. Et cela ne vous regarde pas. Supérieur, égal ou inférieur. Le fait de dire « je ne sais pas qui je suis » et 2 ans après de dire « je sais qui je suis », cela amène chez les êtres la recherche de maître, l'idée que la personne se prend pour un autre, parce que vous avez toujours cru
lorsque vous l'avez rencontré pour la première, deuxième ou troisième fois, qu'il était terminant, qu'il avait abouti. Donc, on ne peut plus voir chez lui le processus de la transformation. Il n'y a de permanent que la transformation dans le monde temporel. Alors que vous rencontriez, quel que soit le conférencier, moi ou un autre, il pourra dire, en telle année, je cesse mes conférences, et en telle année, il poursuit ses conférences. Et pour plusieurs personnes, cela va être le résultat. Ils vont pouvoir dire, je le savais. Tu vois, il s'est trompé. Il n'est pas ce qu'il croit être. Il n'est pas ce que vous pensiez qu'il était. Il est ce qu'il est. Et il se transforme. Et lorsqu'un être se transforme, son point de vue change. Et lorsque le point de vue change, il a le choix entre dire « je ne perds pas la face, donc je fais ce que j'ai annoncé » ou « il est intelligent de continuer et je ne perdrai de toute façon pas la face ». Je risquerai seulement de détruire les égrégores de maître chez certains de mes disciples qui sacreront leur camp à la recherche d'un autre maître qui lui annoncera des choses et qui aura suffisamment d'orgueil pour ne pas transformer ce qu'il a dit si ce qu'il a dit n'est pas intelligent. Lorsque vous rencontrez une énergie, un ajusteur de pensée collectif, donc un orateur, qui tend à ajuster l'énergie supramentale à la collectivité. Et il y en a 3 présentement au Québec, c'est-à-dire qui ajustent en public. On en a quelques-uns qui ajustent aussi en circuit fermé, dans des petits groupes. Lorsque vous rencontrez un ajusteur de pensée collectif, vous, comme l'homme que vous bénissez souvent, vous faites exactement comme lui, au lieu de vous imaginer ce que devant être Dieu, et lorsque Dieu se présente devant votre face, vous ne le voyez pas et vous passez à côté à la recherche de Dieu, vous avez une idée de ce que doit être l'ajusteur de pensée collectif, de ce que doit être l'orateur connecté au supramental. Et évidemment, les personnes qui rencontrent un orateur pour la première fois de leur vie s'imagineront que tous les orateurs devront lui ressembler. Sinon, ils sont faux, sinon, il est faux. Cela vient du fait que de par votre intellectualisation, votre intellectuance mentale, votre compréhension, disons, limitée des processus de la libération de l'ego, et c'est normal que présentement cette compréhension soit limitée, elle va grandir, mais elle est limitée pour l'instant. Et le fait qu'elle est limitée permet à cet ego psychologique de falsifier continuellement les données du mental de façon à obliger le mental à être perturbé entre la découverte, entre la sécurité mentale de la captation d'énergie supramentale pour la différencier de la captation d'énergie psychologique. Et l'ego tend continuellement, par la création d'égrégores de maître, d'égrégores de connectés, d'égrégores de fusionnés, d'égrégores de paquets de foutaises dans le genre, à essayer de perturber les capacités qu'a le mental, de discerner l'énergie supramentale de l'énergie de l'astral. Lorsque l'ego, votre ego travaille en dialogue avec le mental, il essaie continuellement de prouver au mental qu'il ne peut pas être ce que le mental croit qu'il est. Donc le mental va dire, je suis capable d'analyser, l'ego va dire, regarde, tu t'es trompé dans ton analyse. Et pour assurer que l'ego va se tromper dans son analyse, l'énergie égoïque tend à donner des fausses informations, à plagier l'information supramentale pour donner l'information au mental. De cette façon, le mental, non suffisamment averti, non suffisamment conscientisé, donc manquant d'énergie, ne pourra pas discerner la réalité de l'énergie supramentale, de l'illusion de l'énergie supramentalo-astrale. Donc, lorsque le mental reçoit de l'information donnée par l'ego, camouflée sous le terme supramental par l'énergie
mémorisée dans l'astral de l'énergie supramentale, le mental s'en sert, se sert de cette énergie pour analyser, donne un résultat qui pourra par après être reconnu par le mental comme ayant été un résultat erroné. Ce qui va faire dire à l'ego, au mental, que celui-ci s'est trompé. Et lorsque l'ego tend à créer l'ego du maître, l'ego supramental en vous, il essaie simplement de donner un placebo, un palliatif à l'énergie mentale pour que celui-ci cesse de rechercher à l'extérieur de la famille l'énergie qu'il a besoin, en lui donnant l'impression qu'à l'intérieur de la maison, il y a tout ce que l'énergie a besoin, ce que le mental a besoin. Et cela est faux. Et ce qui fait qu'à un moment donné, les personnes vont jouir dans l'attente que je me casse la gueule ou que d'autres conférenciers se cassent la gueule, c'est simplement la lutte à finir entre l'ego créé du maître qui lutte contre l'ego de l'identification vivante et personnelle de l'individu. Le maître ne peut pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Ce qu'il fait chez lui ne regarde que lui. Et lorsque le maître devient un maître, c'est qu'il y a des personnes suffisamment bas dans l'astral qui ont permis la création de ce maître chez eux. Lorsque le maître se prend pour le maître et qu'il n'y a personne en avant de lui, il ne dérange personne. Et son état de maître ne va pas loin. Lorsque le maître se prend pour un maître et qu'il y a des millions de personnes pour dire qu'il est maître, il s'énergise, tout le monde s'auto-énergise, et cela est permis par le fait que les personnes dans ce processus n'ont pas d'énergie suffisante pour se dégager de ce processus, donc cela doit être. Mais lorsque le maître ne se prend pas pour un maître, lorsque le maître n'est rien d'autre que ce qu'il est, dans le temps où il est ce qu'il est, et qu'une collectivité vienne quand même, sous d'autres termes, très supramentales, déformer la perception de l'énergie donnée par l'orateur pour la transmuer en concept fondamental de maître, de Dieu, d'énergie salvatrice. On est toujours dans le même foutu processus que dans les processus religieux. Alors le maître, la personne qui n'est pas maître ou qui est ce qu'il est, reste la même. Mais le processus de retardement est présentement en train de naître, de pousser, de fructifier à l'intérieur des personnes qui m'ont dit qui croient en Dieu, mais qui par contre s'évertuent à croire dans l'ego de ce genre d'énergie. L'ego de l'homme a la possibilité, de par sa nature, de pouvoir se servir de tout ce qui est prononcé, de tout ce qui est écrit, de tout ce qui est transmué en matière, donc de tout ce qui est expérimenté. Cela veut dire que toutes les connaissances nécessaires au mental pour que le mental augmente son taux d'énergie est accessible à l'astral, donc à l'ego. Le mental étant en relation tout à fait intime avec l'astral et non pas avec l'énergie supramentale pour l'instant, toutes les bribes d'informations ou d'énergie supramentale qui pénètrent dans le mental sont immédiatement accessibles à l'ego. Et l'ego va donc continuellement se servir de ces informations dans son intelligence aberrée pour essayer de tromper votre énergie mentale. Et l'un de ces placebos, l'un de ces leurres, c'est la création de l'entité du maître. Même si votre énergie égoïque sait très bien que jamais elle ne devra donner le nom de maître à l'ego qu'elle crée chez vous, parce qu'automatiquement le mental va réagir d'une façon folle pour détruire cet ego, l'ego va quand même créer le même processus religieux, spirituel que celui que vous avez abandonné. C'est un processus spirituel et religieux qui permet à l'homme égoïque
de transposer l'identité qu'il a de lui dans une autre forme typiquement astrale, de façon à leurrer le mental, pour faire croire au mental que présentement en lui s'instaure la sécurité. Et cette lutte, il y aura un conflit, cette lutte devra aboutir dans la destruction de cet ego de maître, parce qu'il n'y a pas d'évolution dans ce phénomène. Ou bien nous travaillons en relation de personne à personne, ou bien nous travaillons en relation de maître à disciple. Et les personnes qui attendent que les orateurs se cassent la gueule sont les disciples. Ce sont les personnes qui sont les plus assujetties à l'orateur parce qu'ils ont tellement besoin que l'orateur disparaisse pour se libérer qu'ils prouvent par là qu'ils ont un assujettissement incommensurable. Celui qui n'attend pas que l'orateur meure, que l'orateur se casse la gueule, que l'orateur perde la face, que l'orateur agisse en être humain tout à fait normal, celui qui n'attend pas cet état de choses est moins assujetti parce qu'il n'a pas développé le lien attractif d'amour que nous appelons la jalousie. Mais lorsque nous pourrons communiquer mental à mental, c'est-à-dire de personne à personne sans que l'ego vienne s'interposer, nous pourrons commencer à travailler réellement. Mais en attendant, cet état de choses est impossible parce que dans vous tous, dans vos égos, il y a cette attraction vers la personne supérieure, vers le maître. Vous pouvez venir entendre l'orateur librement, comme moi je vais de temps en temps entendre d'autres orateurs. Mais ces autres orateurs sont mes amis. Je ne suis pas d'accord à 100% avec ce qu'ils disent, mais les connaissant pour ce qu'ils sont, je suis totalement d'accord dans le fait qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit. Je ne suis pas là pour être d'accord avec ce qui est dit, mais lorsque je perçois chez ces amis orateurs l'intelligence qui les a poussés à dire ce qu'ils ont dit, je ne peux pas être d'accord ou contre, cela est. Mais les personnes qui ne peuvent pas travailler d'ami à ami, de personne à personne et non plus de maître à disciple, perçoivent continuellement chez ce maître des facultés de maître et essaient continuellement de ne pas voir ou de percevoir les expressions humaines de ce maître. Pourquoi ne pas les percevoir ou les percevoir? Parce que lorsque le maître est humain, il descend de niveau dans l'ego que vous avez créé de lui. Donc, le maître est humain. Il est platement humain. Alors, ou on ferme les yeux parce qu'on ne veut pas, parce qu'on garde le maître, ou on ouvre les yeux dans l'espoir de trouver la clé qui va nous permettre de détruire le maître. Sachez bien que les orateurs, et j'en rencontre beaucoup plus que vous pouvez le penser, ces orateurs qui sont mes amis, sont totalement humains et nous avons des relations totalement humaines entre eux et moi. Il y a une différence entre l'orateur qui est dans un bain de foule, qui fait attention pour ne pas dynamiser l'état de maître chez la foule, de l'orateur qui est sur un stade et qui parle à une foule. Alors nous prenons une pause et nous reviendrons après.